Good morning, chers élèves. Après la vidéo sur la féodalité, je vais te proposer d'expliquer dans celle-ci comment les rois de France ont imposé leur autorité progressivement au cours des siècles, puisque, comme on l'a vu dans la vidéo sur la féodalité, le roi de France est certes au sommet de la pyramide vassalique, c'est le plus grand suzerain, mais il n'a pas vraiment autorité sur son territoire. D'ailleurs, on peut le voir ici. Le roi de France est un seigneur parmi d'autres qui possède une seigneurie assez petite et qui doit faire face à des comtes et des ducs qui ont d'immenses territoires, parfois plus grands que le sien. Ce qui le distingue des autres grands seigneurs au Xe et XIe siècle, c'est qu'il est désigné par eux, qu'il est sacré ensuite à la cathédrale de Reims et qu'il reçoit l'onction divine, c'est-à-dire qu'il reçoit son pouvoir directement de Dieu, ce qui le rend intouchable. Et puis on lui donne également les insignes royaux, comme la couronne, le sceptre et la main de justice. Donc comment les rois ont-ils affirmé leur autorité? Eh bien, j'en ai choisi quelques-uns qui ont pris des décisions majeures, à commencer par Hugues Capet, choisi donc parmi les grands seigneurs pour être le roi de France en 987, et qui a eu l'idée ingénieuse, il faut le dire, de désigner de son vivant son futur héritier. Donc désormais, ce n'est plus un grand seigneur choisi par les autres, mais l'héritier du trône de France sera logiquement, naturellement, le fils du roi de France. Et on le voit ici, donc il a fondé une véritable dynastie qui règne plus d'un siècle, la dynastie des Capétiens, de son nom Hugues Capet. Par la suite, c'est le roi Philippe d'Auguste qui assoit un peu plus l'autorité des rois. Philippe d'Auguste, dont le surnom Auguste rappelle le titre des empereurs romains, qui signifie qu'il y avait toute autorité sur l'Empire. Philippe d'Auguste, à qui on doit d'avoir mis au pas un de ses plus grands vassals, à savoir le roi d'Angleterre, à qui donc il prend les territoires qu'il avait concédés, les fiefs qu'il y avait offerts. Un roi qui impose aussi des administrateurs dans son domaine royal, des baillis. Enfin, c'est à Philippe Auguste que l'on doit également le choix de Paris, qui était au sein de son domaine royal, comme capitale de la France. Voilà. Donc Paris, ça c'est Paris actuel, dans la taille de Paris. Et ça, vous avez ici la reproduction de Paris à l'époque de Philippe Auguste, enfermé dans une muraille qu'il a fait construire. Et on voit quelques repères bien connus, comme le palais royal sur l'île de la Cité, où se trouvait aussi la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et ici, à l'extérieur, le Louvre, qui était une forteresse à l'époque. Le tout en bordure ou sur la Seine. Après lui, bien c'est le roi Louis IX, son petit-fils, qui renforce encore l'autorité royale par plusieurs actions. Il renforce l'administration du pays en instaurant, après les baillis aussi, des sénéchaux, donc des gouverneurs, des délégués de son autorité dans les territoires qui sont soumis à son contrôle. Il crée également une cour de justice royale appelée le Parlement de Paris. Et on le voit d'ailleurs souvent représenté en roi sage et justicier, en train de recevoir ici des plaignants, sous un chêne parfois, en tenue simple. Hein. Et on lui doit également la création d'une monnaie unique pour le territoire de France, ici donc l'écu. Écu mis en place grâce à une ordonnance, c'est-à-dire un ordre direct du roi. On vient donc que le roi de France impose progressivement son autorité. Alors vous pouvez constater au passage, petite parenthèse, que Louis IX est surnommé Saint-Louis, et on le voit d'ailleurs représenté ici sur l'image avec une auréole, puisque durant sa vie, il accomplit des actes pieux. Il a notamment effectué une croisade au cours de laquelle il meurt, croisade pour libérer la terre donc du Christ, du tombeau du Christ, des musulmans.
qu'il lui vaut donc, après sa mort, d'être canonisé, ça veut dire reconnu comme saint. Alors évidemment, il faut un petit peu nuancer cette sanctification, hein, puisqu'on sait aussi que Louis IX s'en est pris aux Juifs, en leur imposant par exemple le port sur leurs vêtements d'une rouelle, c'est-à-dire d'une roue en tissu cousue pour les identifier. Autre temps fort et même je dirais tournant dans le renforcement de l'autorité royale, eh bien c'est la guerre de Cent Ans. Guerre de Cent Ans qui éclate lorsque la France se retrouve sans héritier direct mâle pour hériter du trône en 1337 et que deux prétendants se disputent le trône, un cousin éloigné du roi de France et le roi d'Angleterre puisqu'il a épousé donc une fille du roi de France et qui prétend lui aussi à la couronne. C'est pour ça qu'on voit sur la carte ici les possessions du roi d'Angleterre, les fiefs qu'il possède en tant que vassal du roi de France, de la même couleur que son royaume. On voit les possessions restées fidèles au roi de France, donc les seigneurs qui restent fidèles à celui qui veut succéder au roi de France et qui est d'origine française. Et puis on range ici des seigneurs qu'on peut qualifier de félons puisqu'ils ont choisi le camp de l'anglais face au candidat français. Donc la fameuse guerre de 100 ans qui dure en fait plus de 100 ans, mais qui est, attention, hein, qui est ponctuelle, en fait, elle ne se déroule pas pendant 100 ans et tous les jours, hein, et dont l'héroïne, si on peut dire, est la jeune Jeanne d'Arc, une paysanne lorraine qui aurait prétendu avoir entendu des voix divines pour l'inciter à chasser les Anglais hors de France et à aider le dauphin. Alors, le dauphin, c'est pas l'animal, mais c'est l'héritier du trône de France, à conquérir par la force son trône. Donc, en résumé, hein, Jeanne est allée à la rencontre donc du candidat français au trône. Voilà. Elle l'a aidé militairement. Elle l'a accompagné ici jusqu'à Reims pour être sacré. Sacre qui consacrait réellement le dauphin comme héritier légitime du trône. À partir de ce moment-là, bien Charles VII a plus ou moins abandonné Jeanne d'Arc aux mains des ennemis, puisqu'elle a été arrêtée et brûlée donc ici à Rouen. Et lui, Charles VII, s'est imposé comme roi de France, a gagné finalement la guerre et a décidé d'imposer à l'avenir une armée permanente, une armée de métier, non plus une armée de volontaires pour défendre la France. Par la suite, trois autres rois ont marqué l'histoire de France en affirmant leur autorité. François Ier, considéré comme le prince de la Renaissance, ou le roi de la Renaissance, puisqu'il a fait construire des résidences royales sur le modèle de la Renaissance italienne, notamment le château de Chambord, résidence donc du roi, qui n'est plus un château fort mais un château résidentiel avec des jardins, des bassins et décoré à l'italienne. Un roi mécène qui a fait venir notamment, rappelez-vous, j'en avais parlé, Léonard de Vinci, auquel il a offert la Joconde par exemple. Alors François Ier, on lui doit, à part d'être le roi de la Renaissance, on lui doit des guerres victorieuses, mais pas toujours quand même, contre l'Italie, donc l'extension du domaine royal. Et on lui doit également d'avoir imposé, par une ordonnance très célèbre, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, la langue française à l'ensemble du territoire français, du moins à tous les actes administratifs français. Au XVIe siècle, c'est Henri IV qui lui aussi affirme l'autorité du roi de France, sauf qu'il a été très très malmené. Alors Henri IV a la particularité d'être au départ un roi de confession protestante, donc mal aimé des seigneurs qui sont en majorité catholiques. Il a dû d'ailleurs se battre contre la Ligue catholique qui ne voulait pas de ce roi protestant. Il a dû renoncer à sa foi. Ici on voit qu'il
il abjure sa foi protestante pour la foi catholique. Mais malgré cela, eh bien, il réussit le tour de force de pacifier son royaume en imposant son autorité au grand seigneur. Donc, il fait rédiger l'édit de Nantes, qui est une décision royale, qui autorise la religion protestante en France. Et il impose cet édit au Parlement de Paris, au grand seigneur, malgré leur opposition. Donc il impose encore son autorité. Enfin, l'autorité du roi de France atteint son maximum, son apogée, sous le règne de Louis XIV, considéré comme le roi absolu, car il est doté de l'autorité dans tous les domaines. Les attributs royaux que vous avez ici montrent qu'il est le chef de la justice, le chef d'État, le chef de la religion en France, qu'il a tous les pouvoirs. D'ailleurs, on le voit ici sur une représentation très célèbre, entouré de ses ministres qui ne font plus qu'office de conseillers. Voilà, on le voit ici avec ce doigt tendu qui montre bien, écoutez messieurs, c'est moi qui décide, on fera comme ça et pas autrement. On lui doit bien sûr l'agrandissement du royaume de France, notamment vers le nord-est. Enfin, on doit à Louis XIV, eh bien, le château de Versailles, qu'il a voulu être, à l'image de sa puissance, un modèle pour tous les monarques européens, un magnifique et splendide château, décoré de jardins, de bassins, de dorures, qui lui ont valu son surnom de Roi Soleil. Puisque de sa chambre, il peut voir à la fois le soleil se lever le matin, chambre qui était située bien sûr au centre, le roi au centre de tout, et il pouvait voir également le soleil se coucher de l'autre côté. Et donc roi soleil, puisqu'il illuminait de sa puissance, de sa chaleur, de son autorité, l'ensemble de la France, mais également, carrément, de toute l'Europe. Ainsi donc, que ce soit dans le domaine politique, interne, religieux, administratif, eh bien, progressivement, les rois de France ont pris des décisions qui ont permis d'asseoir leur autorité, et comme on peut le voir sur la carte aussi, progressivement, leur domaine royal s'est agrandi, par mariage, par conquête, par rachat. Le roi d'Angleterre, vassal du roi de France, a été progressivement écarté et chassé du territoire français. Et le domaine royal, progressivement, a coïncidé avec l'ensemble du territoire au fur et à mesure que le roi de France donc étendait son propre domaine personnel. Au final, le domaine royal coïncide parfaitement avec le territoire français dans son ensemble. Voilà. On commence à voir le dessin de la France actuelle, hormis donc quelques territoires qui sont encore non rattachés à la France. Et pour être sûr que ce territoire ne soit plus attaqué par les étrangers, disputé par les étrangers, eh bien, Louis XIV a même fait construire le long des frontières, ici, des forts par le célèbre Vauban, notamment le fort que vous connaissez, le fort de Montlouis, dans les Pyrénées, ici à la frontière espagnole.